Bonjour à tous, le 8 novembre dernier, ils étaient 33 à prendre le départ du Vendée Globe. 27 ont réussi à boucler leur tour du monde, dont 2 hors course. Aujourd'hui, nous sommes à Port-la-Forêt pour s'intéresser au Vendée Globe de Jean Le Cam, qui nous racontera son Vendée Globe dans quelques instants. Mais voici tout d'abord le résumé de sa course. Jean Le Cam prend le départ de son 5e Vendée Globe avec un bateau à dérive droite de 2007, baptisé Hubert, en hommage à Hubert Desjoyaux, le frère de Michel, décédé en 2011 et qui a construit ce bateau. Le skipper de Yes We Cam est en tête de la course le 9 novembre. Puis arrive la tempête Theta. Avec Alex Thompson, ils sont les seuls à naviguer près de son centre. C'est assez copieux quand même comme situation, mais bon, écoute, on fait avec ce qu'il y a. John Le Cam, my God, he is unbelievable. You know, to be where he is with that boat at his age, unbelievable. Dans la descente de l'Atlantique, Jean Le Cam est toujours dans les 4 premiers, légèrement en retrait par rapport à Charlie Dalin, Thomas Ruyant et Alex Thompson, jusqu'à ce que ce dernier soit victime d'une avarie. À l'approche du Cap de Bonne-Espérance, il est à la lutte pour la 3e place avec Kevin Escoffier. Le 30 novembre, le skipper de PRB fait naufrage et se retrouve seul dans son radeau de survie. Après d'interminables heures de recherche, Jean Le Cam retrouve Kevin Escoffier et l'embarque sur son IMOCA. Le duo vivra ensemble une semaine à bord jusqu'au transfert de Kevin Escoffier sur la frégate le Nivose. Monsieur Mackay, merci. Salut. On se voit au tard. Jean Le Cam se retrouve de nouveau seul et c'est à ce moment qu'il découvre une sérieuse avarie sur son bateau. Une partie de la coque est délaminée, elle bouge et craque. Il parvient à réparer mais avec l'angoisse que ça ne tienne pas. 6e au Cap Lewin, le voici dans le Pacifique. Sa réparation sur la coque lâche, il répare à nouveau. La direction de course et les autorités chiliennes sont au courant de sa situation très délicate et sont prêtes à intervenir. Le roi Jean décide de ne pas évoquer publiquement ce problème. Ça aurait forcément suscité des polémiques. Et pourquoi il ne s'est pas arrêté? Et pourquoi ceci? Et pourquoi cela? Ça ne concernait pas le reste du monde. Il reste dans le groupe de tête, dans les mers du Sud, extrêmement dur et qui n'offre pas les longues glissades attendues. Des conditions quand même, on va dire, assez exécrables, on va dire. Parce qu'on a eu quand même cette année un sud très très difficile. Les conditions au Cap Horn sont très musclées, il le franchit en 6e position. Toujours en embuscade juste derrière les leaders, il navigue très souvent à proximité de Benjamin Dutreux et Damien Seguin. On est comme ça, on peut pas se quitter en fait. Il y a un truc, voilà, c'est un pacte. La remontée de l'Atlantique se fait toujours avec cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête et la crainte que le bateau ne tape trop fort dans une vague et détruise en miettes la réparation qu'il ne pourra pas faire une 3e fois. Chaque jour, tu te dis, il ne faut pas que ça tape. Chaque heure, tu te dis, je voulais plus aller devant. 8e au 2e passage de l'Équateur, Jean Le Cam envisage une fin de parcours plutôt calme, sans forcer, jusqu'à ce qu'il apprenne qu'avec ses 16h15 de compensation obtenues pour le sauvetage de Kevin Escoffier, il peut accrocher la 4e place. Il me dit, mais tu sais que tu peux arriver devant Boris Herman. Boris Herman, il est à peine d'âge devant, tu vois. Et en fait, ça s'est réduit comme peau de chagrin, j'ai l'impression. Je n'ai pas tout suivi, hein. On ne peut pas tout suivre non plus, hein. Et donc, du coup, je dis, bon, allez, on remet le couvert. Sur un bateau très fragilisé, Jean Le Cam réalise un sprint final qui lui permet de boucler son 4e Vendée Globe à la 4e place en 80 jours, 13 heures, 44 minutes et 55 secondes, au bout de l'insoutenable, selon ses propres mots. Hubert m'a ramené et moi, je l'ai aidé à me ramener. Bonjour Jean. Oui, bonjour à tous. On est à Port-la-Forêt pour revenir sur Vendée Globe, mais d'abord on va revenir sur l'après Vendée Globe, le retour à la vie sur Terre. Comment ça s'est passé pour vous? Je crois qu'il y a eu quand même un sacré tourbillon médiatique les semaines qui ont suivi votre arrivée. Ah oui, on a fait beaucoup d'allers-retours sur Paris, et des gens de Paris aussi qui sont venus ici pour faire leurs interviews. Donc c'est vrai que c'était aussi un moment assez riche parce qu'on a rencontré plein de gens différents. Et puis, ce qui
ce qui est toujours enrichissant. On va revenir sur cette course, alors sur ce 5e Vendée Globe, avec ces premiers jours, vous êtes en tête, ou au minimum dans le top 4. On va dire que c'est la première grosse surprise de voir que les foilers sont pas partis loin devant, que vous êtes avec eux dans le match. Bah oui, c'était quand même assez surprenant, surtout que Hubert, le bateau, on avait navigué 3 jours avec avant le départ du Vendée Globe, enfin dans sa nouvelle version, puisqu'on l'a pas mal modifié aussi. Et à chaque fois, on améliore tous les jours. Et c'est vrai que c'était une surprise d'être aux avant-postes. Et d'ailleurs, jusqu'à l'Afrique du Sud, on était encore 3e, 4e place. Donc c'était une vraie surprise. Et qu'est-ce qui vous surprend le plus? C'est la performance de votre bateau ou celle des concurrents? Je sais pas, la surprise, elle était... je pensais pas qu'on arriverait à ce niveau de performance avec un bateau de conception de 2007 quand même. Donc c'est vrai que c'était une grosse surprise, puisque avant le départ, c'était les favoris. On ne faisait vraiment pas partie des favoris. Donc il y avait Charal, il y avait Hugo Boss qui était sous les lumières des projecteurs, on va dire. Avec Apivia aussi. Donc voilà. Et puis nous, on était dans notre coin et au final, on a quand même démontré que le bateau allait vite. Et donc la course se déroule très bien sur toute cette descente de l'Atlantique. Et puis forcément, un des événements, si ce n'est l'événement marquant de ce Vendée Globe, le 30 novembre, avec le naufrage de PRB, le sauvetage de Kevin Escoffier. On en a déjà beaucoup parlé. Mais quels sont les différents sentiments, les différentes émotions qui vous traversent pendant tout cet épisode? L'épisode du sauvetage. Du sauvetage, ça a été... on est passé du chaud au froid. Hein, c'est-à-dire que forcément, il y a un moment où tu doutes quand je le retrouve pas et que j'ai plus de position. Là, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc là, tu doutes vraiment que tu vas le retrouver, parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, tu ne savais pas qu'il avait arrêté sa balise, donc à partir de là, tu es vraiment en détresse, on va dire. Et puis dans la nuit, il y a Jacques Carès qui m'envoie une position, et donc là je me dirige vers la position, je ne trouvais rien. Et au final, on a pensé que on le retrouverait mieux de jour que de nuit, ce qui était une erreur, puisque en fait c'est finalement la nuit qui m'a fait voir cette petite lumière, puisque de jour je l'aurais jamais vue. Donc comme quoi, faut pas avoir d'a priori en se disant ça va être mieux de le retrouver de jour, alors que c'est la lumière cette lumière-là, forcément on la voyait mieux la nuit. Et donc après, je le retrouve, il monte à bord, et là c'est le bonheur. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit c'est fini? Non, on n'a jamais été là. Mais il fallait quand même qu'il y ait des choses qui se passent, que j'ai tout au moins une position approximative, ce qui a été le cas. Donc il y a des moments de doute quand même. Et donc vous voici à 2 à bord pendant une petite semaine. Forcément, ça bouleverse les choses, ça bouleverse le quotidien. Est-ce que vous arrivez quand même encore à vous sentir autant en course que comme quand vous étiez seul? Il y a un temps de redémarrage, parce que déjà, quand tu passes d'un moment un peu difficile, on va dire, et puis après, c'est sûr que tu as un petit temps de remise en route. Ensuite, on a passé 5 ou 6 jours ensemble, et puis après, je le remets à l'eau avec le Nevos qui vient le récupérer. Donc après, je me retrouve tout seul. Après, redémarrage encore. Après, le lendemain, je m'aperçois que le bateau est endommagé. Donc ça n'a pas été un Vendée Globe facile. C'était justement un des moments difficiles, c'est quand Kevin repart. Il y avait beaucoup de tristesse à ce moment-là. On s'habitue, on est des êtres humains, donc tu passes de solitaire au double, et puis tu as à peine le temps de t'y habituer que tu repasses en solitaire. Donc c'est vrai que psychologiquement, c'est des changements assez majeurs.
Et puis donc cette découverte, peu de temps après que Kevin quitte votre bateau, de cette avarie, enfin de cette coque délaminée qui menace de se briser, qui menace de couler le bateau. Sur le moment, quand vous découvrez ça, ça se passe comment là dans la tête? Ben, comme je suis technicien, c'est vrai que j'étais tout de suite, j'ai compris que de toutes les manières, il fallait régler le problème. Parce que sinon ça pouvait sentir très mauvais. Donc voilà, après j'ai fait l'inventaire de ce que j'avais à bord pour réparer. Il me fallait de la matière, donc j'ai découpé les plateaux de ballast pour faire des cloisons. Et puis voilà, j'ai renforcé. Ensuite, ça a tenu pendant 15 jours, 15-20 jours. Et après, dans le Pacifique, avec une mer de face assez brutale, ça s'est recassé. Donc là, j'ai dit, il faut remettre ça. Et là, j'ai pris les lattes de rechange qu'on avait, que j'ai découpées. J'ai refait un renforcement structure et repercé pour faire des injections de résine dans la peau intérieure. Et puis au final, j'ai réussi à arriver jusqu'au Sable d'Olonne. Alors tout ça, notamment dans le sud, dans des mers très difficiles, très compliquées sur cette édition. On vous a souvent entendu commenter les conditions, l'environnement dans lequel vous naviguez, conditions exécrables. Souvent, vraiment, le sud a vraiment pas été sympa cette année. En moyenne, déjà, c'est pas très sympa. Mais là, particulièrement, oui, surtout avec un bateau avec les problèmes qu'on avait. Après, il s'est fait qu'à l'arrivée, on a expertisé la réparation. C'était nickel, en fait. Donc, j'étais assez content de moi, au final. Et là, pour le coup, on a réparé le bateau et puis on a mis des coefficients de sécurité encore plus importants. Donc, là, il est hyper costaud. Alors, il y a eu ce mois et demi avec cette avarie, cette réparation fragile qui vous a causé forcément du stress. Vous n'osiez même plus aller voir ce que ça donnait. Vous avez parlé d'insoutenable. Alors justement, comment vous avez réussi à braver l'insoutenable? Comment, par exemple, on arrive à dormir, à gérer le sommeil, à gérer le quotidien avec cette épée de Damoclès sur une période aussi longue? C'est parce qu'on n'a pas le choix. De toute façon, on est tout seul, donc on est face à soi-même et face au problème qui est latent. Donc on espère déjà que ça s'aggrave pas. Et puis on se dit aussi que peut-être est-ce que l'autre côté il va pas lui arriver la même chose. Est-ce que voilà, donc c'est vrai que c'est une situation en permanence d'inquiétude, de doute, et c'est pas confortable. Alors à quoi on se rattache? Est-ce qu'il y a quand même des éléments qui permettent de se rassurer un petit peu, de positiver autant qu'on peut? Les éléments, c'est déjà, une fois que tu as passé le Cap Horn, déjà, là, j'avais pensé éventuellement m'arrêter au Cap Horn, mais en plus avec la pandémie, s'arrêter au Chili et en Argentine, c'était hyper compliqué. Donc au final, comme il y a eu 50 nœuds de vent au Cap Horn, je suis passé très loin du Cap Horn et du coup après, le vent a diminué, la mer s'est calmée et puis voilà, et là on reprend un peu du poil de la bête. Alors, on a parlé déjà des différents événements avec le sauvetage Kevin Escoffier, et puis redémarrer la course une fois qu'il est sauvé, redémarrer une nouvelle course quand il est parti, une nouvelle course aussi quand vous découvrez ce problème sur le bateau. Et il y a encore une nouvelle course aussi sur la fin, sur le sprint final, quand vous pensiez terminer tranquillement et que vous voyez que la 4e passe est accessible. On repart en mode régate, on rebascule dans un nouveau mode. C'est ça. Donc ça a été vraiment un Vendée Globe de toutes les situations diverses et variées. Comme je dis souvent, notre métier, c'est aussi adaptation aux situations nouvelles. Mais là, c'était vraiment le cas, quoi. Il fallait vraiment en permanence ne pas avoir de certitude sur les futurs proches. Donc, et c'est vrai que là, on finit. Alors, je pensais, en fait, je voulais arriver avant la marée pour pouvoir rentrer. Et la marée, c'était 19h. Et le maximum. Et depuis 2 jours, depuis les Açores, j'étais à fond pour essayer parce que je savais que ça allait être juste. Et au final, c'est peut-être ça aussi qui a fait que je finis 4e.
Donc voilà, une belle arrivée. Bon, un peu trop tard, 19h20. Donc on est resté 5 heures dehors, attendre que la marée soit bonne pour rentrer au port. Et puis une arrivée vers 2h30, 3h du matin avec un public qui était présent, avec le froid, avec la nuit. C'est sûr qu'ils n'étaient pas là pour aller au supermarché. C'était vraiment les montagnes russes émotionnelles, ce Vendée Globe, avec des bas très bas et des hauts très hauts, et notamment Voilà. cette arrivée. Il n'y a que sur le Vendée Globe qu'on peut connaître ça, et si oui, pourquoi? Parce qu'on est seul, justement? Parce que d'abord, c'est une course longue. Hein. C'est une course qui dure, là, ça a été 80 jours à 13 heures pour ma part. Donc forcément, dans la durée, sur un tour du monde, il y a déjà les océans Indiens et l'océan Pacifique qui sont toujours un peu scabreux. C'est une période où il fait froid, où il y a de la mer, où voilà, on a hâte d'en sortir quand on tourne à gauche au Cap Horn pour remonter sur les Sables d'Olonne. Mais voilà, alors c'est vrai que c'est quand même particulier au Vendée Globe, puisque c'est une course où on est à la fois tout seul, qui dure longtemps. Alors, je vous posais la question que j'imagine tout le monde vous pose depuis un moment. Est-ce que vous allez repartir pour un 6e Vendée Globe? Et qu'est-ce qui fait que vous y retourneriez ou pas? Est-ce que, par exemple, ce mois et demi d'insoutenable que vous avez décrit pourrait être un élément qui vous ferait ne pas y retourner? Non. Non, ça c'est le passé. Moi, je suis orienté vers le futur. Donc là, on est en train de travailler sur un projet, sur un modèle de bateau qui sera un bateau sans foil, ce sera un bateau plus accessible. Mais ça ne sera pas Hubert? Il est possible qu'Hubert fera sans doute le Vendée Globe, peut-être pas avec moi. Peut-être que je serai sur un nouveau bateau, sur un nouveau concept. Mais vous y serez. Vous avez envie d'y être en Ouais, 2024. pourquoi pas. D'accord. Pourquoi pas. Pour terminer, on vous a vu parler à la fin de Benjamin Dutreux et de Damien Seguin, de navigateurs qui ont marqué aussi ce Vendée Globe. Damien, que vous connaissiez déjà bien, vous aviez travaillé ensemble. Benjamin, vous le connaissiez peut-être un peu moins. Mais en quoi ces deux navigateurs vous ont marqué sur ce Vendée Globe? Déjà Benjamin, il avait un bateau de l'époque d'Hubert, hein. Qui était un très bon bateau de l'époque, et bon, il a su en tirer le maximum. On a été souvent au contact et de la même manière avec Damien, sur Apicil, sur lequel on a beaucoup travaillé pour l'améliorer, parce que c'était un plan finaux de la même époque, mais qu'on a réussi à upgrader quelque part et à le rendre performant comme il l'a été. Et puis Damien, c'est vraiment un navigateur, un coureur de talent. Donc l'ensemble a fait un beau résultat. Alors, Damien, lui, devrait repartir en 2024 sur un bateau à foil. Vous disiez il y a quelques instants que vous, non. C'est toujours pas attiré par ce type de bateau? Non, pas pour le moment, non. C'est sûr que on va vers une autre voie. Un bateau plus léger, plus aérien, pas trop de contraintes, plus de maîtrise du bateau pour un solitaire. Je pense que c'est sage. C'est ça qui vous embête dans les foilers, c'est trop de contraintes? C'est des contraintes qui sont des contraintes mécaniques qui sont quand même assez importantes. Et puis c'est des bateaux qui peuvent aller très vite. Mais aussi c'est une course en solitaire, donc il faut pouvoir régler les voiles en fonction des différentiels de vitesse. Donc nous on va vers une voie qui sera plus simple, avec des bateaux plus simples, avec des bateaux donc forcément plus simples, plus accessibles, forcément moins chers, et donc un nouveau modèle économique pour ces bateaux-là, et puis surtout de donner de l'ouverture à des futurs jeunes coureurs qui, aujourd'hui, dans l'escalade budgétaire qu'on connaît, se désintéressent du sujet. Donc on essaye de remettre un petit peu les choses comme on le pense.
Et on sait que ça vous est très cher, l'ouverture aux jeunes, la course au large et le Vendée Globe. Et on est très heureux en tout cas de savoir que vous devriez être au départ en 2024. Voilà, alors maintenant, il faut qu'on trouve des partenaires quand même. Hein. Oui, on vous fait confiance. Merci Bah, beaucoup on en tout fait cas. confiance, il faut le dire. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à tous.